Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans Aspic, l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Bienvenue dans ce 14e épisode de l'Académie des sorciers. Je suis Marjolaine. Je suis Alix. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux références à l'Antiquité dans Harry Potter, comment Rowling s'est réapproprié les motifs et les thématiques de cette période dans les livres, et ce qu'ils peuvent nous apprendre sur l'œuvre. Si vous êtes des fidèles de l'émission, après avoir entendu Naria vous présenter son livre préféré pendant l'épisode 10, vous êtes probablement jeté sur le monde antique de Harry Potter et vous avez passé votre hiver à le dévorer. Et ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui, on a deux invités. On a donc l'autrice de ce livre, Blandine Le Calais, qui est maître de conférence en lettres classiques, et Naria, qui ne pouvait pas manquer évidemment l'occasion de discuter avec l'autrice de son livre Harry Potter préféré. Du coup, est-ce que Naria, Blandine, enfin peut-être du coup Blandine d'abord vous présenter un petit peu pourquoi Harry Potter, ta maison à Poudlard, très important. Alors, pourquoi Harry Potter moi, c'est une aventure qui remonte à loin parce que je suis déjà une vieille. Moi, j'ai 50 ans et il y a 20 ans, je cherchais un livre comme lecture du soir pour mes enfants. Et je suis tombée sur les aventures de ce petit sorcier. À l'époque, il n'y avait que les trois premiers tomes qui étaient parus. Et j'ai acheté ça en me disant, tiens, ça a l'air sympa. Et j'ai commencé à faire en fait des lectures du soir à mes enfants, qui à l'époque, les deux premiers avaient 3 ans et 5 ans. Et en fait, on a immédiatement accroché. Ils sont devenus fans de Harry Potter dès le premier tome, et moi avec eux. Et voilà, c'est comme ça qu'a commencé moi, mon aventure avec Harry Potter. Donc, je leur ai lu les 3 tomes, et puis après, on a patiemment attendu le tome 4, le tome 5, etc., jusqu'au dernier tome. Donc, moi, Harry Potter, c'est avant tout... Enfin, ça a commencé par une aventure familiale, en fait, et une découverte en même temps que mes enfants. Ils sont rentrés dans la littérature avec Harry Potter, et ils sont aussi entrés dans la vie avec Harry Potter, à vrai dire, parce que ça a suscité des tas de questions philosophiques autour de la mort, la différence, etc. Et voilà, Harry Potter, pour moi, c'est vraiment une aventure, j'allais dire, très intime, très familiale. Et puis, tout en lisant Harry Potter, je me suis aperçue aussi avec ravissement que l'Antiquité avait beaucoup, beaucoup de place dans Harry Potter, à travers le nom des personnages, tout un tas de références, la langue aussi que parlent les sorciers, la langue des sortilèges. Et en tant qu'enseignante de latin, évidemment, ça m'a complètement ravie. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, à l'université, mes étudiants m'ont demandé si je pouvais leur faire un cours sur les références à l'Antiquité dans Harry Potter. Ça m'a tout de suite complètement séduite. Et j'ai commencé à chercher, à préparer des choses comme ça. Et les cours que j'ai faits ont eu tellement de succès qu'ensuite, chaque année, ils m'ont été redemandés par les étudiants. Et en fait, il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, 3 ans, pendant l'été, je me suis dit, je vais poursuivre mon cours, je vais l'améliorer, je vais chercher d'autres choses. Je sais qu'il y a plein d'autres choses à dire. Et j'ai commencé comme ça à relire la saga, à prendre des notes, à commencer à rédiger des pages et des pages. Et à la fin de l'été, j'avais une telle quantité de matière, j'avais trouvé tellement de choses que je me suis dit, il faut que je fasse un livre avec ça. Et c'est un peu comme ça qu'est née l'encyclopédie Harry Potter, sans avoir été vraiment préméditée, mais à travers en fait une replongée comme ça dans l'univers. Et voilà. Alors, ma maison à Poudlard, en fait, on m'a souvent posé la question, et j'avoue que j'hésite un peu. Je pense que le Choixpeau magique aurait hésité longtemps avec moi. Je pense que je suis une intellectuelle, donc j'aurais sans doute été à Serre d'Aigle, et puis copine avec Luna, parce que je suis hyper étourdie et très très dans la lune. Donc je pense que je me serais sentie bien en fait à Serre d'Aigle. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que je crois que on a en nous un peu de chacune des maisons quelque part. Et je pense que j'aurais été très bien à Poufsouffle aussi. J'aime beaucoup le côté humble et courageux des Poufsouffles. Ils font pas d'esbroufs, mais ils sont toujours là en fait. Et puis, il y avait quand même Cédric Diggory à Poufsouffle, donc ça m'aurait pas déplu d'être dans la même maison que lui, je dois dire. Ça ne gâche rien. Exactement. Juste, Naria, du coup, on t'a annoncé, mais t'avais pas eu le temps, l'occasion de
Oui, te dire pardon, bonjour? Naria, c'est moi qui Il n'y a pas tiens de le souci. crachoir. Pas du tout. Bah, du coup, en tant que serpentin, je me sens encore bien seule au milieu de serre Ah, d'aigle. Mais en tout cas, juste, Naria, on compte sur toi parce que c'est toi qui connais le mieux le livre, à part Blandine, évidemment, qui l'a écrit, donc je pense qu'elle le connaît bien. Oui. Mais, euh, mais oui, et là je voulais rebondir du coup sur... parce que tu parlais du fait que tu as relu les livres, mhm. mais tu n'as pas fait que relire les livres, parce que Ah le oui. corpus que tu as utilisé, il est quand même... il va bien au-delà des 7 tomes, et je voulais le noter parce que il me semble que, en tout cas, c'est la première fois que je vois un livre d'analyse de l'univers qui utilise autant de ressources différentes. Donc il y a Pottermore évidemment, mais il y a aussi les jeux vidéo, les cartes Choco Grenouille du coup qui ont été faites pour les jeux vidéo, le Daily Prophet du Fan Oui. Club officiel, où ça c'est quand même une référence assez voilà, 98-99, hein, tout le monde ne le connaît pas quoi. Mhm. Et même Paintings of Hogwarts, Oui. un livre qui recense des peintures. Donc je voulais savoir si comment tu as fait ce choix de corpus et d'aller aussi loin dans Oui, bah, jusque dans les jeux vidéo. je suis même allée dans la bibliothèque de Poudlard aussi, les animaux Oui, fantastiques, oui, etc. oui. En fait, je pense que J.K. Rowling, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à abandonner l'univers qu'elle avait créé et les personnages qu'elle avait créés, et que finalement, il fallait clore cette saga, et c'est très bien qu'elle soit terminée en 7 tomes. Je veux dire, il y a vraiment l'œuvre forme un tout cohérent, mais c'est quand même très intéressant de voir tout ce qu'elle est allée raconter en marge de l'univers qu'elle avait créé pour le prolonger et pour l'enrichir. Et c'est pour ça que Pottermore, c'est quand même c'est une mine sur la biographie des personnages, sur leur passé, sur leur avenir. Et il y a une espèce de réseau comme ça, tentaculaire et très très cohérent, qu'elle a développé autour des 7 tomes de la saga. Et donc moi, ça m'a évidemment intéressée d'aller explorer la face cachée de l'iceberg, en fait. C'est-à-dire tout cet univers romanesque qui proliférait autour des 7 tomes de la saga, auquel j'ai pas accordé tout à fait le même degré dans l'encyclopédie, c'est-à-dire que les entrées qui concernent des choses qui ne sont pas mentionnées dans les 7 tomes, je les fais figurer en minuscules, alors que les entrées en majuscules, en capitales, concernent vraiment des renseignements qui sont dans la saga. Mais n'empêche que je trouvais que c'était logique et cohérent, puisque J.K. Rowling s'était donné la peine de nous en dire plus que ce qu'elle avait écrit dans les 7 tomes, que c'était logique et cohérent d'aller voir. Et surtout, comme il y a vraiment un réseau, oui, parfaitement logique, parfaitement cohérent, dans lequel les références à l'Antiquité continuent de jouer un rôle important, je me suis dit que c'était idiot de le négliger et que c'était intéressant d'enrichir l'encyclopédie avec ça aussi. Et du coup, par exemple, je me posais la question pour les jeux vidéo, parce que là, pour le coup, peut-être qu'il y a des auditeurs qui ne le savent pas, mais notamment les premiers jeux vidéo, J.K. Rowling était impliquée. Oui. Mais peut-être pas dans tout. Alors, je ne sais pas exactement. Je sais qu'au tout début, elle avait vraiment un degré d'implication important, et qu'elle a conservé ce degré d'implication au moins jusqu'à l'achèvement de la saga, parce que par exemple dans les films, elle seule savait ce qui était vraiment très important, ce qu'il ne fallait pas négliger dans les films, qui pouvaient avoir beaucoup d'importance pour la fin de l'histoire. Donc je sais qu'elle a gardé avec la Warner des liens étroits pour pouvoir contrôler très précisément la fidélité des adaptations par rapport au livre. Et a priori, en tout cas, dans les jeux vidéo, il y a quand même... En tout cas, moi, je le vois à travers le petit bout de ma lorgnette, qui est le latin. Mais il y a toujours ces références très cohérentes à l'Antiquité, dans les décors des films aussi également. Donc je pense que quand même, il y a la patte de J.K. Rowling derrière tout ça. En tout cas, c'est vrai que c'est vraiment... tout de suite, ça se démarque quand on lit l'introduction du livre avec toutes ces références. On se dit, non, d'habitude, il n'y a pas autant de choses. C'était un petit peu... Enfin, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu l'impression d'être dans une sorte de labyrinthe avec plein de portes, et j'avais juste envie de toutes les ouvrir.
Et donc, Pottermore, en plus, Pottermore, c'est assez compliqué de circuler dans Pottermore Oui. parce que, en fait, il faut rentrer, enfin, vraiment, c'est comme dans un château où pour arriver dans une pièce, il y a un parcours très particulier. Enfin, il n'y a pas de menu avec tous les articles. Ça a été, alors, moi, j'ai navigué là-dedans un peu à l'aveugle parfois, à la recherche d'un article et c'était merveilleux en fait. Et je me suis beaucoup amusée en fait. Voilà, il y avait aussi quelque chose de ludique pour moi, quoi. Et en plus, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que on croit que c'est fini. Voilà, j'avais lu les 7 tomes. Et puis, bah, voilà, on arrive avec Pottermore, on lit le Quidditch à travers les âges, on lit les contes de Biddle le Barde, et on prolonge cet univers qu'on a tant aimé. Et donc, pour moi, j'étais un peu comme une gamine toute folle, quoi. C'est vrai que je dois dire que ça a fait que ce travail a été aussi le plaisir de refaire un tour avec une vieille copine, quoi, qui m'a accompagnée pendant des années. Donc c'est chouette. Bon, et je pense qu'on rappellera dans tous les épisodes à quel point le premier Pottermore nous manque, puisque le site a disparu, littéralement, et a aussi beaucoup changé aussi avant de disparaître. Mais bon, le contenu est toujours là, mais c'est vrai que maintenant, peut-être que pour les chercheurs, c'est beaucoup plus facile, parce que maintenant on a un menu et qu'on peut aller chercher par mots-clés tout ce qu'on veut. Ah oui, non, mais l'ancienne version elle avait un côté plus happy few, quoi, parce qu'il fallait y passer du temps pour arriver au renseignement. Donc, ça avait un côté vraiment plus ludique, quoi, voilà. Mais du coup, enfin, on parle de tous ces éléments, toutes les sources autour d'Harry Potter, donc les livres et puis les jeux vidéo, etc. Où on peut retrouver des références à l'Antiquité, à la culture gréco-romaine, quoi. Et du coup, moi, ce que je me demandais, c'est en quoi Harry Potter se démarque par rapport aux autres livres jeunesse. Bon, il y a eu Percy Jackson depuis qui utilise beaucoup la mythologie, mais en quoi ça se démarque dans la réutilisation des références, sans pour autant être un livre vraiment consacré à la mythologie, qui se déroule à l'époque de l'Antiquité. Voilà, en quoi c'est unique à ce niveau-là? En fait, je pense que, alors par exemple, pour prendre l'exemple de Percy Jackson, c'est vraiment la transposition dans le monde contemporain de personnages mythologiques. Donc c'est une adaptation des mythes grecs qui sont transposés dans l'univers contemporain. Chez J.K. Rowling, c'est une utilisation de la culture antique et de la mythologie plus discrète, mais aussi plus profonde. C'est-à-dire que J.K. Rowling, elle crée un univers très personnel, très original, avec une culture, un monde sorcier, des rites sociaux, une littérature, un sport, le Quidditch avec des règles précises, etc. Donc il y a tout cet univers extrêmement riche, et dans cet univers, elle va le tisser de références à l'Antiquité, qui viennent comme une sorte de réseau très cohérent, qui est intimement mêlé à l'univers original que J.K. Rowling met en place. C'est-à-dire que, par exemple, elle va choisir quasiment tous les personnages importants du moins, leur nom fait référence soit à un dieu, soit à un monstre, soit à un personnage historique de l'Antiquité, soit leur nom est signifiant, c'est-à-dire qu'il a une étymologie qui est en rapport avec le caractère des personnages ou son apparence physique. Et ça, elle le fait de manière systématique. Oui, d'ailleurs, quand c'est pas sur le prénom, c'est sur le nom de famille ou inversement, ou des fois les deux, ils se font écho. Ils se font souvent écho. Alors, sur le nom de famille, c'est plus souvent un nom à consonance anglo-saxonne, mais effectivement qui peut avoir une signification aussi en rapport avec le nom du personnage. Mais du coup, si vous voulez, je dis que la référence à l'Antiquité, elle est plus discrète parce que on n'a pas, comme dans Percy Jackson, Poséidon, Hermès, etc. Oui. Mais en même temps, on a toute une sorte de sous-texte. Bon, par exemple, on va prendre un exemple, Minerva McGonagall. Elle est appelée Minerva, c'est pas juste pour faire beau, c'est pas juste pour faire chic, pour dire ah tiens, on va mettre un peu d'antiquité. Non, c'est que Minerve, la déesse Minerve, Athéna, elle a à la fois les attributions de Minerva McGonagall, c'est le bras droit de Zeus, comme McGonagall est le bras droit de Dumbledore. Minerva, la déesse, c'est une guerrière, et Minerva McGonagall, c'est aussi une guerrière qui va organiser la bataille finale de Poudlard, etc. C'est une stratège.
Minerve, c'est la déesse de l'intelligence. Minerva McGonagall est très intelligente. Minerve se tient toute raide, c'est une déesse très majestueuse. Et Minerva McGonagall, elle est aussi caractérisée par sa raideur. Hein. Dans la première scène, je crois, elle est métamorphosée en chat et Dumbledore lui dit « Ah, je vous ai reconnu ». Elle lui dit « Mais comment ça ?» Et il lui dit « J'ai jamais vu un chat se tenir aussi raide. » Donc, C'est vrai. et ce qui est drôle, c'est que je pense que J.K. Rowling, elle joue avec ça. C'est-à-dire que elle a choisi la déesse Minerve parce qu'il y avait des accointances avec le caractère qu'elle voulait donner à son personnage. Et je pense qu'une partie de sa description du personnage est aussi induite par la référence qu'elle a choisie dans l'Antiquité. Par exemple, Argus Rusar. Argus Rusar, donc le concierge de Poudlard, il porte le nom Argus d'un monstre qui est doté de 100 yeux sur tout le corps, qui lui permettent de surveiller en permanence tout autour de lui. Donc on comprend tout de suite le lien entre Argus Rusar et Argus le monstre mythologique. Mais dans la description qu'elle fait, elle, de Argus Rusar, elle dit « il avait des yeux brillants comme des lampes ». Et Argus, ça veut dire le brillant en grec. Donc je suis sûre qu'elle joue en fait à faire des tas de petites références comme ça, presque invisibles, mais que dans sa description des personnages, il y a quelque chose qui est induit par le choix qu'elle a fait de la référence mythologique. Et on peut trouver comme ça des dizaines et des dizaines d'exemples. Et donc c'est ça, moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est à la fois En fait, ce que j'ai adoré, c'est le côté à la fois érudit, hyper cohérent de son système de référence à l'Antiquité, et en même temps son humilité, sa discrétion. C'est-à-dire qu'on peut très bien lire la saga sans se rendre compte de ses références, et ça n'est pas grave. Il y a des millions, des milliers de personnes qui ont adoré cette saga sans ça. Mais quand on sait ça, ça rajoute un petit tour de profondeur, et puis elle est malicieuse, J.K. Rowling, quoi. On se rend compte à quel point elle est intelligente et malicieuse. Je pourrais vous citer des dizaines d'exemples, je ne peux pas trop m'étendre non plus. Mais c'est vrai, c'est vrai qu'on avait commencé à aborder ce sujet, enfin, on avait eu une super discussion sur notre épisode sur l'onomastique, voilà, où on avait commencé à parler justement de ces origines des noms. Mais c'est vrai que dans ton livre, on découvre encore un millier de nouvelles choses sur lesquelles je n'avais aucune idée. Et je voulais notamment qu'on s'attarde peut-être sur la famille des Black, sur lequel on pourrait peut-être faire un épisode entier. Ah oui, exactement. Ça c'est sûr. Mais je voulais déjà parler du coup de toute cette famille, parce qu'évidemment, bon, on sait tous plus ou moins, enfin les fans savent tous que voilà, tous les Black, ou presque, ont des noms en référence à des étoiles ou des constellations. Oui. Mais ce que j'ai découvert dans ton livre, c'est que tu proposes une analyse par rapport à qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce que sont en fait ces étoiles, ces constellations pour les anciens, à l'époque grecque et romaine. Oui. Et j'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette histoire de destin exceptionnel et de divinité? Ce qui est intéressant, c'est que oui, pour les Grecs et les Romains, les constellations qu'on voit dans le ciel, c'était à l'origine des mortels ou des animaux, des jeunes femmes, des jeunes hommes, et qui se sont illustrés, qui ont rendu des services aux dieux et qui ont été honorés par les dieux en étant métamorphosés en astres divins. Donc pour les anciens, le ciel est peuplé de dieux. Toutes les constellations, les étoiles qu'on voit dans le ciel, à l'origine, ce sont des êtres qui ont eu une existence terrestre. Alors c'est sûr que le fait que dans la famille Black, on appelle les enfants que du nom d'étoiles ou de constellations, ça traduit bien leur immense orgueil. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette ambition finalement que les enfants auxquels ils donnent naissance deviennent aussi prestigieux que les dieux qu'on voit dans le ciel. Et alors, ce que j'ai trouvé vraiment fascinant dans les choix de J.K. Rowling, c'est que les noms qu'elle a donnés, les prénoms qu'elle a choisis donc pour les gens de la famille Black, traduisent aussi les liens qu'ils ont entre eux, quoi. Par exemple, Sirius, c'est une étoile de la constellation du chien, et la constellation du chien, elle est censée représenter un des chiens de la meute d'Orion, qui est un chasseur mythique. Or, Orion, c'est le nom qu'elle a choisi pour le père de Sirius Black. Donc, voilà. Et pareil pour Bellatrix. Bellatrix, c'est une étoile de la constellation d'Orion. Donc, Bellatrix,
est connectée en quelque sorte avec son oncle Orion, puisque Bellatrix est une cousine de Sirius. Et, et ce petit jeu de J.K. Rowling, on peut ne pas... On peut l'ignorer, ça change pas grand-chose à notre rapport avec l'œuvre, mais quand on le découvre, on est enchanté, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'elle est maligne, elle a réfléchi à des tas de connexions, elle a vraiment bossé son affaire en essayant de serrer tous les boulons pour que sa saga soit vraiment, c'est un travail d'orfèvre en quelque sorte. Et alors, j'ai été complètement enchantée quand je suis tombée sur la tapisserie des Black, parce que la tapisserie des Black, donc c'est l'arbre généalogique qu'elle a établi pour les besoins du film. Il y a dans l'Ordre du Phénix, ouais. il y a la tapisserie, et donc le réalisateur lui a demandé de lui faire un arbre généalogique pour qu'il puisse faire réaliser cette grande tapisserie pour le décor. Et donc elle a continué avec des noms d'étoiles et des noms de planètes, et elle a continué à affiler les rapports entre les personnes. Donc on a Ursula en rapport avec Arcturus, donc c'est Ursula, l'ours, qui est en rapport avec Arcturos, qui est le gardien de l'ours. Enfin, elle a vraiment continué son petit jeu de liens secrets entre les personnages à travers les noms latins qu'elle leur avait donnés. Et donc, il y a aussi des références de noms dans cette famille qui sont non seulement des références aux étoiles, mais aussi aux personnages qui sont derrière aussi, comme on l'a dit, pour Sirius et Orion. Mais moi, j'ai découvert Phineas Black. Ah, tu savais pas que ça voulait dire noir, noir, noir? Ah non, bah ça c'est Phineas Nigellus Black, donc Nigellus, oui, effectivement, noir. Mais Phineas, le fameux Phineas. Et oui, Phiné, dans la mythologie, c'est un roi qui s'est montré très cruel, et donc les dieux l'ont puni en le rendant aveugle. Et donc, il y a une scène dans Harry Potter où c'est Hermione qui met un bandeau sur les... C'est le sortilège d'Obscuro, je crois, je ne sais plus, oui, ça doit être Obscuro. Et elle lui met un bandeau sur les yeux pour l'aveugler. Et donc, moi, je pense que c'est un petit clin d'œil de J.K. Rowling au personnage de Phiné qui est rendu aveugle dans la mythologie par les dieux. Effectivement, c'est un joli clin d'œil, ça j'avais jamais... Un clin d'œil d'ailleurs pour quelqu'un d'aveugle, c'est... mais en fait, moi c'est ça qui m'a amusée, c'est que c'était vraiment ce travail que j'ai fait, c'était comme une enquête policière. Et d'ailleurs, j'ai été enchantée, il y a quelques semaines, je suis tombée sur une retranscription d'un chat qu'elle avait donné, J.K. Rowling. Je regrette de ne pas avoir eu connaissance de ce chat plus tôt, mais il y avait quelqu'un qui lui disait pourquoi est-ce que les sorciers parlent latin. Et elle répondait oh bah parce que j'aime bien l'idée que cette langue morte est une langue vivante dans le monde des sorciers. Puis elle ajoute, et puis aussi pour permettre au lecteur de trouver quelques indices tout au long du chemin. Voilà, elle a dit ça. Et donc, je regrette vraiment de ne pas avoir trouvé la phrase plus tôt, parce que je pense que je l'aurais mise en citation au début de l'encyclopédie. Mais cette idée de semer des indices à travers le latin, c'est exactement ça, quoi. C'est vraiment ça que j'ai ressenti en lisant le livre. Et chaque fois que je trouvais quelque chose, j'étais toute contente, j'en parlais à mes enfants, je leur disais « Ah, j'ai encore trouvé un truc, regardez !» Et Ce sera pour la réédition. Vous sauriez pas si bien dire, c'est que depuis que l'encyclopédie est parue, j'ai trouvé encore des choses. Donc il faudrait que, effectivement, si j'ai la chance d'avoir une... Enfin, il y a eu une réédition qui a été faite il n'y a pas longtemps, là, juste avant Noël. Donc, je ne sais pas si j'aurai la chance d'en avoir une deuxième encore, mais si j'ai la chance d'en avoir une deuxième, je rajouterai tout ce que j'ai trouvé depuis. Et il est vrai que le latin est proche du monde des sorciers, puisque il y a beaucoup de sorciers qui ont des prénoms latins ou de sang mêlé, alors que finalement les Némoldus ont des prénoms tout à fait classiques qu'on peut trouver en Grande-Bretagne. Donc ça accentue encore cette différence entre Némoldus et sorciers. Oui, mais en fait, je pense qu'elle a vraiment aussi utilisé le latin pour conforter sa fiction d'une culture sorcier qui existe parallèlement à la culture des Moldus. Et c'est vrai que
le latin est vraiment hyper important parce que vous l'aviez, je pense, déjà remarqué, mais oui, c'est la langue des savants, donc ça accentue, et puis c'est une langue très ancienne, donc je pense que ça lui sert vraiment cet usage du latin pour conforter l'idée que la culture des sorciers, c'est vraiment une culture millénaire qui s'est transmise depuis l'Antiquité, depuis des âges très anciens. Et puis, comme le latin, ça a été aussi dans notre imaginaire la langue des scientifiques, je pense que pour elle, ça conforte aussi l'idée qu'il y a une vraie science des sorciers, un savoir un peu mystérieux, un peu occulte, auquel on n'a pas accès. Oui, du coup, je trouvais que ça colle bien cette idée, du latin qui est une langue vivante chez les sorciers, dans le sens où, eux qui ont cette vision et cette image de population plus éduquée, qui ont, une plus grande vision, parce que justement, ils connaissent la magie, alors que les Moldus vivent dans l'ignorance. Je trouve que ça reflète bien aussi, du coup, cette dynamique qui existe entre les deux sociétés. Mais ce que je trouve... Oui. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez. Je crois que vous avez vraiment complètement raison. Il y a cette idée que les sorciers, eux, ils ont pas rompu avec le passé. D'ailleurs, on voit bien, ils sont un peu à côté de la plaque. Ils sont pas dans le monde moderne, quoi. Mais justement, eux, ils ont conservé la mémoire de quelque chose de très lointain, d'un savoir qui vient du fond des âges, que les Moldus ont soit oublié, soit auquel ils n'ont jamais eu accès, en quelque sorte. Mais il y a vraiment une connexion des sorciers avec le passé, et avec un passé lointain, qui n'existe pas chez les Moldus. Et du coup, par rapport à cette connexion, notamment dans leur choix de prénoms, je m'étais fait la réflexion sur le contraste du coup que ça fait avec tous les prénoms des Malfoy et des Black, qui sont deux familles sans pur, par rapport à une autre famille sans pur, les Weasley, où là, voilà, Arthur et Molly, bon déjà ils s'appellent Arthur et Molly, et ils ont choisi... en fait. Pardon ? À part Percy, en fait... Même, en fait, c'est plutôt là des références médiévales, du coup, mais qui du coup sont plus proches des Moldus, mais c'est un choix, là pour le coup c'est vraiment un choix politique, de dire non, on va pas donner des prénoms latins à nos enfants. Oui, mais vous avez raison, c'est assez intéressant parce que finalement, bon, c'est quand même assez important dans la saga. Il y a la question du rapport à la communauté moldue. Et finalement, la question, c'est est-ce que les sorciers et les Moldus forment une humanité, enfin, il y a une humanité commune, ou est-ce que ça doit être deux communautés qui doivent rester séparées? Et finalement, c'est l'enjeu d'un débat politique au sein du monde des sorciers, hein. Il y a ceux qui sont pour les mariages mixtes, il y a ceux qui sont pour comme Arthur Weasley, qui s'intéresse énormément, bien qu'avec un peu de maladresse, mais qui s'intéresse à tout ce qui est technologie chez les Moldus, qui est complètement fasciné par leur téléphone, la voiture, etc. Il y a ceux qui auraient envie et qui pensent finalement que c'est possible, dans une certaine mesure, de vivre avec les Moldus, pas simplement à côté des Moldus, mais de partager des choses avec les Moldus. Et puis il y a ceux qui sont carrément pour l'extermination, en fait, ou l'asservissement. Donc c'est une question qui est hyper intéressante. En fait, c'est aussi pour ça que, je parlais de mes enfants tout à l'heure, mais vraiment lire Harry Potter à des petits, à des jeunes, ça permet d'aborder des tas de questions politiques importantes sur le vivre ensemble, la différence, le racisme, etc. Avec Harry Potter. Je pense qu'on fera de toute façon voire plusieurs épisodes sur le sujet. Ça fait partie de... Je voulais revenir aussi sur quelque chose, on a parlé un peu au début sur les noms. Enfin, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la façon dont la mythologie était un peu réadaptée, mais avec les petites touches discrètes. Quand on parlait de Argus tout à l'heure, on parlait du coup de ses yeux. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que Argus Rusar, il est un peu indissociable de Mystaigne, qui est elle aussi toujours décrite avec ses yeux, ses grands yeux jaunes. Oui, exactement. On suspecte qu'elle voit à travers la cape d'invisibilité, et du coup qu'elle a un peu ce pouvoir aussi un peu mystique. Et du coup, je trouve, c'est aussi intéressant de dire, bon, Rusar n'a que 2 yeux, mais quelque part, il en a quand même plus que la normale des sorciers. Parce qu'il a un peu les yeux de son chat pour lui. Et je sais pas si c'était pensé comme ça, mais je trouve ça intéressant d'avoir un peu ce parallèle aussi qui peut être fait sur les 2 personnages.
J'y avais pas pensé, mais je pense que vous avez complètement raison. C'est-à-dire qu'effectivement, Miss Stein, c'est un prolongement de son maître. Hein, et le fait que leurs yeux, à tous les deux, soient décrits de la même façon, en fait, comme des yeux brillants comme des lampes, ça irait vraiment dans le sens de cette référence à Argus aux yeux multiples. Vous avez raison. Allez, il faut une deuxième édition. Oui, je prends note. Du coup, je proposerais de revenir au latin dans la magie en elle-même. Oui. Pour les formules magiques qui sont en latin, entre guillemets, puisque tu parles parfois de formes fantaisistes dans la manière dont sont utilisés les mots en latin. Alors, je ne sais pas si c'est un synonyme du latin de cuisine dont on parle parfois. Mais du coup... Si, c'est ça, mais c'est complètement assumé par J.K. Rowling, c'est-à-dire que elle avait envie d'utiliser le latin pour plein de raisons dont j'ai déjà parlé, et pour d'autres parce que il y a quand même dans notre imaginaire l'idée que le latin c'est une langue magique, hein, que c'est la langue des formules magiques. Il y a un côté performatif, comme on dit, c'est-à-dire dire ça fait se produire la chose. Mais J.K. Rowling, elle dit dans les interviews que elle avait très envie d'utiliser le latin, mais enfin qu'elle a un peu oublié ses déclinaisons et que de temps en temps, c'est pas, si c'est pas tout à fait d'équerre, c'est pas très très grave. Je pense qu'elle en rajoute un peu, parce que je pense qu'elle connaît beaucoup plus le latin que ce qu'elle dit. Elle a quand même fait des études de lettres classiques et je pense qu'elle connaît très bien le latin. Mais comme chez elle, il y a ce côté, toujours cet humour, ce côté... je veux pas me prendre trop au sérieux. Je pense aussi que tout simplement, volontairement, elle s'amuse un peu à détourner le latin et que ça fait partie aussi du plaisir du texte, qu'il y ait parfois que ce soit pas très sérieux, qu'il y ait un petit peu de dérision, que ce soit du latin de cuisine, un latin de pastiche. Justement, ça dédramatise un petit peu, ça veut dire que c'est pas grave si on tord un peu la langue. Ça fait partie aussi de la création et de la poésie de l'affaire, je trouve. Après, pour le jeune lecteur, il ne s'en rend pas compte que le latin n'est pas... Oui, et puis ça n'a pas d'importance. Oui, c'est pas grave. Et ça sonne bien. Là, j'ai pris l'exemple Hominum Revelio, ça sonne bien. Et ben voilà, exactement. Et l'essentiel, c'est que ça sonne bien. Exactement. C'est le côté poétique. Après, on peut aussi imaginer que c'est aussi l'usage, comme l'usage de n'importe quelle langue a tendance des fois à faire des simplifications sur la durée, et où les sorciers, dans la mesure où eux ne parlent forcément plus le latin, a priori il n'y a pas de cours de latin à Poudlard, et du coup ça reste des usages un peu figés comme ça sur la magie. À force, il y a aussi peut-être des formules qui évoluent et qui, Absolument. qui se prononcent différemment, quoi. Oui, non, mais tout à fait. Tu veux dire comme le sortilège de Patronus qui change de nom en cours de route? Alors, ça c'est la traduction, en fait. Il change de nom, le Patronus? En version originale, c'est Expecto Patronum, et en français, c'est Spero Patronum. Mais du coup, c'est resté Expecto Patronum dans les films parce que je pense pour caler avec les mouvements des lèvres. Oui, sûrement. Je me souvenais plus de cette histoire-là. Bon, en même temps, ça c'est... Oui. Je me souvenais plus. Mais oui, toujours est-il que, en fait, je pense que l'idée, c'est un usage très libre et très ludique. Et c'est vrai qu'on peut imaginer qu'il y a eu des évolutions de la langue, pourquoi pas, après tout. Oui, non, mais ça, c'est pas... Dans ce cas, ils auraient pu simplifier le Wingardium Leviosa. Pour le coup, Wingardium Leviosa, c'est du latin très, très, très déformé, mais il y a pas de problème avec ça. Alors, moi qui ai fait très très peu de latin, je veux bien du coup l'explication des déformations de qu'est-ce qu'on aurait dû dire et qu'est-ce que ça veut dire du coup littéralement et comment il aurait fallu bien le formuler. Je vais pas quand même pas prendre un crayon rouge et me mettre à corriger J.K. Rowling. J'ai pas du tout cette prétention, mais bon, la plupart des formules, elles sont quand même justes, hein. Elles sont, par exemple, toutes les
toutes les mots de passe, par exemple, pour entrer dans la tour. Tout ça, c'est bien juste. Elle a caput draconis, elle a bien mis le génitif tout comme il fallait, et tout va bien. D'ailleurs, on pourrait parler des mots de passe parce qu'ils sont drôlement intéressants. Oui. Tout à l'heure, je parlais des indices qu'elle disait avoir semés et à l'intention du lecteur qui savait les décrypter. Par exemple, je me suis rendu compte que les mots de passe de la tour de Gryffondor, par exemple celui de première année, caput draconis, ça veut dire tête de dragon ou tête de serpent, parce que c'est le même mot en latin. Draco, ça veut dire le serpent ou le dragon. Et tête de dragon, eh ben, ça nous donne un indice sur, finalement, le mystère qui sous-tend tout ce tome, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a une tête de serpent à l'arrière du crâne, c'est le professeur Quirrell. À la fin, on découvre que Quirrell, sous son turban, derrière sa tête, il y a une tête serpentine, c'est celle de Voldemort. Et je pense que le mot de passe, caput draconis, tête de serpent, nous l'annonçait en quelque sorte, sans qu'on puisse vraiment s'en rendre compte, mais que c'était une sorte d'indice de ce qui allait se passer à la fin, en quelque sorte. Ouais. Mais J.K. Rowling aime beaucoup cette façon de... La préfiguration. Voilà, en mettant ces tout petits éléments à droite et à gauche qui font que la relire est encore plus savoureux. Et je pense que c'est aussi la marque des grandes œuvres, c'est-à-dire qu'elles ne s'épuisent pas en une seule lecture. Et en fait, plus on relit, plus on trouve des choses. Et ça, j'ai une immense gratitude en fait pour elle, parce que être capable d'emporter son lecteur dès la première lecture, lui offrir tellement d'émotions, tellement de richesses, et puis en fait résister à une seconde lecture, à une troisième, à une quatrième et à une infinité de relectures, c'est quand même la marque des grands, quoi. Voilà, quoi. Et je l'ai éprouvé très fort en écrivant l'encyclopédie, parce que chaque fois que je relisais, je trouvais quelque chose. Donc voilà, c'est merveilleux en fait. C'est sans fin. C'est sans fin, oui, exactement. Je résiste. Du coup, je résiste pas. Si on en parle encore aussi longtemps après. Je résiste pas du coup à citer aussi le mot de passe en troisième année, Fortuna Major, parce que là pour le coup j'ai aussi été genre waouh. Donc oui, Fortuna Major qu'on peut traduire par un plus grand destin. Voilà. C'est ça, un plus grand destin. et là, là aussi c'est pareil, c'est extra, parce que c'est toute la clé, c'est toute la dramaturgie de cet épisode, de ce tome, tourne autour d'un plus grand destin. On a déjà Hermione avec son retourneur de temps, qui peut suivre 2 fois plus de cours que les autres et donc se faire un programme beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant et acquérir une formation supérieure à celle de ses camarades. Donc c'est ça. Et puis c'est surtout ce qui se passe à la fin de l'histoire, quand Dumbledore autorise le trio à revenir en arrière dans le temps grâce au retourneur de temps, et où on peut créer une version alternative. Donc, dans la première version de l'histoire, Buck est exécuté et Sirius est capturé. Il va subir le baiser des détraqueurs, donc qui équivaut à une mort. Il va être transformé en mort-vivant. Et puis, grâce au retourneur de temps, on sauve Buck et on sauve aussi Sirius. Donc, Fortuna Major, un plus grand destin. Et donc là aussi... on est tellement content quand on se rend compte de ça. Enfin, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle était maline. Elle nous a fait ce petit cadeau discret là, de nous annoncer en fait ce qui allait se passer. Et voilà. Et alors, on pourrait multiplier les exemples, évidemment. Ouais. Je voulais savoir, qu'est-ce que l'enseignante pense de l'usage abusif du retourneur de temps pour suivre plusieurs cours à la fois? Je dis qu'elle aurait peut-être pas pu faire ça très longtemps, parce qu'elle était vraiment crevée à la fin de l'année, hein, la pauvre. Mais bon, les retourneurs de temps, vous savez, je crois qu'ils ont fini par être détruits. Ah oui, mais il en restait quand même un, parce qu'apparemment, oui, c'est la pièce de théâtre qui nous en ont remis un. Moi, les retourneurs de temps, je suis toujours un peu méfiante avec ce genre de choses, parce que retourner en arrière pour changer le destin, c'est toujours très très dangereux. D'ailleurs, il semblerait que le ministère de la Magie en ait eu conscience, hein, puisque le stock était censé avoir été détruit. Et surtout J.K. Rowling était censée s'en être rendu compte aussi. Oui, bon, enfin.
Moi, du coup, je me posais une question parce qu'on parle beaucoup du latin, mais est-ce que, parce que J.K. Rowling a étudié les lettres classiques, donc du coup, il y a aussi du grec. Est-ce qu'il y a des occurrences? J'ai jamais fait de grec ancien. Est-ce qu'on peut retrouver un peu des occurrences, voilà, vraiment, des termes plus tirés du grec spécifiquement, ou c'est plutôt concentré sur le latin? En fait, c'est plutôt concentré sur le latin parce que le latin, c'est vraiment la langue des sorciers, mais après, elle fait quand même quelques néologismes dans lesquels elle emploie du grec. Alors là, d'un coup, là, j'ai pas d'exemple qui me viennent, mais euh, la magicozoologie, bon, zoologie, c'est du grec. Il y a quand même quelques références. Si, par exemple, l'exemple qui me vient, c'est dans les animaux fantastiques, elle parle des étonnants, qui sont des chevaux ailés. Et l'étonnant, ça vient d'un mot grec. C'est un des chevaux du dieu soleil. Ça vient d'un mot qui veut dire le brûlant, si vous voulez. Et c'est un des chevaux du dieu soleil. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce nom de l'étonnant, elle fait un jeu de mots en français. Parce que étonnant, en français, étonnant. Elle est francophone, francophile même, je crois. Et elle se permet de faire un jeu de mots en français. Donc voilà. Ouais. Alors, il y en a moins, elle fait beaucoup moins de références au grec, mais elle en fait quand même quelques-uns. Ouais, des fois, ça peut être dans des noms, dans des prénoms, dans des choses comme ça. Je feuillette l'index en même temps de lire et je tombe sur quelques Oui, c'est prénoms qui par sont... exemple, Daphné Greengrass. Daphné, Voilà. c'est le laurier, et Greengrass, ça veut dire l'herbe verte. Le laurier, c'est un arbre qui est toujours vert. Donc, elle s'amuse à faire des petits jeux de mots comme ça. Par exemple, pour Daphné Greengrass, entre son nom de famille et son prénom, il y a un rapport logique. Ouais. Et Ouais, il donc, y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'est Horace Logorn, parce que ah oui, autant le prénom latin ramène quelque chose, mais je connaissais que la signification du nom de famille en anglais. corde de limace, Slogord, c'est ça? Oui, Eh oui, ben oui. c'est Et ça. alors, ce qui est marrant, c'est que, et elle le fait beaucoup, ça. Enfin, il faudrait que je reprenne la liste, mais euh, en fait, il y a beaucoup d'humour. Donc, quand elle fait référence à un personnage qui a un prénom qui fait référence à quelqu'un de très noble ou quelqu'un d'épique, elle lui donne souvent un nom de famille un peu ridicule, qui vient faire en quelque sorte contrepoids. Et c'est souvent très très fréquent ça chez J.K. Rowling, c'est-à-dire que évidemment quand on pense référence à l'Antiquité, c'est tout un univers assez majestueux, assez épique, c'est le monde des héros, etc. Et à chaque fois, ou en tout cas très souvent, elle s'amuse à dédramatiser la référence en l'associant à un élément soit un petit peu ridicule, soit très familier, très quotidien, très prosaïque. Et on retrouve ça aussi dans la dramaturgie des épisodes. Par exemple, l'épisode dans le tome 1 où Harry descend dans le souterrain qui est gardé par Touffu. On se rend compte, bon, Touffu, le chien à trois têtes, c'est Cerbère, le chien gardien des enfers. Et on se rend compte que Touffu, donc il n'y a qu'une seule chose qui l'endort, c'est la musique. Et Harry va jouer de la musique, mais il va jouer de la musique sur une petite flûte toute mal fichue que lui a offert Hagrid, et Harry ne sait pas très bien jouer de la musique, donc il joue 3 petites notes un petit peu aigrelettes, pas très bien jouées, mais ça suffit. Et là, c'est intéressant parce que, évidemment, dans la mythologie, qui est-ce qui arrive à endormir Cerbère avec de la musique? C'est Orphée, le musicien merveilleux qui joue une musique divine. Et là, Harry Potter, eh ben, c'est une sorte d'Orphée, mais beaucoup plus modeste, qui va jouer une musique euh, assez sommaire sur un instrument lui-même assez sommaire. Donc à chaque fois comme ça, elle s'amuse à dédramatiser ces références à l'Antiquité pour nous les rendre familières et pas impressionnantes, et pour rajouter aussi une petite dose d'humour. Et ça, je trouve que c'est hyper agréable aussi, c'est-à-dire que oui, d'accord, elle est cultivée, oui, il y a des références à l'Antiquité, mais elle n'est pas là pour écraser le lecteur avec sa culture, avec ses références. C'est vraiment mélangé à un univers qui est un univers où il y a des vrais héros, mais qui sont aussi des héros ordinaires. Et je suis déçue dans l'encyclopédie, j'ai pas trouvé le
le plus ridicule de tous, Gilderoy Lockhart. Eh ben, malheureusement, il ne fait pas référence à l'Antiquité, voilà, donc il n'y est pas. Il ne le mérite pas. Voilà. Mais on en parle longuement, il me semble, dans notre épisode sur le nomastique de Gilderoy Lockhart, si je me souviens bien. Oui. Alors, pour le coup, je ne sais même pas à qui il fait référence. Alors, vous allez me l'apprendre. Il faut qu'on retourne dans le... Ouais, là, comme ça, je vais me renseigner. Mais a priori, c'était son nom c'est référence à l'or. Et Lockhart, le nom de famille en particulier, j'avoue, je me souviens plus. Je n'avais pas envie de dire de bêtises. Donc, mais il y avait aussi, c'était un peu le même principe que ce que tu disais sur un contraste aussi entre la grandiloquence et le ridicule. C'était exactement, dans mon souvenir, c'était exactement le même type de contraste, ouais. Et alors, elle s'amuse à le faire de manière assez systématique parce que récemment, j'ai regardé sur McGonagall. Apparemment, McGonagall, elle l'a choisi parce que McGonagall était un poète extrêmement médiocre. Le pire poète. Voilà, le pire poète. Donc, elle l'a fait aussi pour un personnage quand même très important. Hein. Donc, Minerva, c'est vrai que c'est quand même une référence ultra positive à une déesse très prestigieuse. Et puis, elle lui colle le nom d'un poète minable, quoi. Donc, moi, j'aime beaucoup ce côté facétieux. En fait, elle est très facétieuse et ça aussi, ça rend les choses très sympathiques, je trouve. Et en plus, avec du coup Minerva McGonagall, on a l'allitération M, et il y a quand même beaucoup d'allitération dans les noms des personnages, donc ça n'a pas été choisi au hasard. Mais d'ailleurs, c'est marrant quand on voit ces brouillons. Elle a très longuement réfléchi au nom des personnages. Elle a passé beaucoup de temps à choisir les noms des personnages. Et en fait, ça se ressent vraiment, tout ce travail préparatoire, en quelque sorte, qu'elle a accompli. Ça se ressent quand on... Enfin non, ça se ressent pas, justement. Mais je pense que ça contribue aussi à faire de la saga un chef-d'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une très très longue réflexion, même avant qu'elle commence à écrire à proprement dit. Oui. C'est vrai qu'elle oui, par qu'il y a quand même passé quasiment 7 ans entre deux. C'est ça, oui. Mais du coup, on a commencé à parler de Touffu tout à l'heure, et donc du coup, c'était aussi un autre aspect qu'on voulait aborder. Donc voilà, donc il y a tous les usages de la langue qui rappellent la culture latine, mais il y a aussi beaucoup de créatures, de monstres de la mythologie. Alors, notre premier épisode, ça parlait justement des créatures mythologiques d'Harry Potter, en termes plus de, à quel point elles étaient elles étaient à quel point elles se démarquaient de leur pendant mythologique. Mais du coup, ce que je trouve intéressant, c'est en quoi la reprise est intéressante d'un point de vue réutilisation de la mythologie, en quoi c'est... Il y a des références, ouais. Voilà, qu'est-ce que ça peut dire, en fait, qu'est-ce qu'on peut... est-ce que comme voilà comme les exemples des mots de passe, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut en fait être déduit? Est-ce qu'il y a des indices qui sont cachés à nouveau dans cette réutilisation? Est-ce qu'il y a une signification particulière? Et c'est vrai que pour ça, on avait notamment pensé d'un exemple qu'on n'avait pas abordé dans le premier épisode, des centaures. Et dans le livre, tu fais un super parallèle entre Firenze et Chiron. Donc, peut-être qu'on peut parler de ces fameux centaures et de ce centaure particulier. Alors oui, ce qui est intéressant chez les centaures, c'est que dans la mythologie, globalement, les centaures sont considérés comme des monstres hybrides assez dangereux, qui sont très portés à la violence. Donc c'est des créatures sauvages. Je crois qu'Ombrage approuve. Oui, voilà, exactement. C'est des créatures sauvages et violentes. Donc c'est des monstres plutôt négatifs. Mais parmi ces centaures, il y a une exception. Il y a donc le centaure Chiron qui n'a pas tout à fait la même généalogie que les autres centaures. Et lui, c'est un centaure qui est sage et qui aime les hommes et qui va être l'éducateur de plusieurs héros connus, notamment de Jason, d'Achille. Et donc, c'est intéressant parce que J.K. Rowling, elle transpose tout simplement. Hein. C'est-à-dire qu'elle va placer les centaures dans la forêt interdite et elle va faire d'eux quand même des créatures un peu inquiétantes,
moins négatif que dans la mythologie gréco-romaine, hein, puisque on comprend bien que c'est des créatures qui sont quand même, comment dire, victimes d'un ostracisme, hein, victimes d'un apartheid, et qui supportent mal finalement ce mépris et cette relégation dont les frappent les sorciers. Et c'est vrai que Firenze, c'est vraiment l'équivalent du centaure Chiron, c'est-à-dire que c'est le centaure qui est beaucoup moins violent, qui est ami des hommes et qui est pour une cohabitation pacifique avec les hommes, alors que le reste de sa communauté est plutôt globalement hostile aux hommes. Alors après, pour ce qui est des autres monstres mythologiques présents dans la saga, je ne pense pas qu'il y ait vraiment des clés, mais je pense qu'ils participent tout simplement à la cohérence de l'œuvre. C'est-à-dire que pour moi, vraiment, la référence à l'Antiquité, c'est ce qui forme une espèce de trame cohérente qui contribue à donner sa cohérence à la saga, même si on ne s'en rend pas compte. Dans notre imaginaire, quand on pense Antiquité, on pense à ces monstres, on pense latin, etc. Et donc ça contribue à créer l'illusion de véracité qu'on ressent si fort lorsqu'on côtoie le monde des sorciers. On a vraiment l'impression que ce monde, il existe pour de vrai. Et s'il existe pour de vrai, malgré tout ce qui s'y passe d'abracadabrant, hein, c'est évidemment parce que J.K. Rowling a beaucoup travaillé et qu'elle a énormément de talent et qu'elle a réussi à créer cette illusion. Mais je pense que les références constantes à l'Antiquité, au latin, ça contribue dans notre subconscient à créer cette impression de cohérence. Ouais. Je ne sais pas si vous voulez que je... Ah non, je digère beaucoup d'informations. Oui, excusez-moi, je parle mais je parle peut-être trop, je sais pas du tout. Non, c'est pas du tout, c'est juste, voilà, c'est juste passionnant, et donc du coup je me dis, je veux tout retenir. Voilà, ça donne envie de retourner à la fac. Mais encore mieux que de retourner à la fac, on se replonge dans l'encyclopédie, on relit les livres et on a appris 10 choses à la page. Non, par exemple, pour revenir sur les centaures, parmi les choses que j'ai appris en feuilletant le livre, c'est le lien qu'on fait entre les centaures et les archers. Oui. Et du coup, la manière dont c'est utilisé dans Harry Potter. Donc là, j'ai le livre sous les yeux, donc c'est plus facile, mais en gros, c'est pas... que le lien, en fait, c'est la constellation du Sagittaire qui fait le lien, mais qu'en fait, le Sagittaire, il a la forme d'un centaure, mais il ne fait pas référence forcément à un centaure, c'est ça, hein, c'est Crotos, le frère nourricier des Muses, cavalier et archer émérite. Et du coup, il est figuré avec un arc, et Sagittarius signifie l'archer, et que du coup, c'est pour ça que les centaures dans Harry Potter, pour honorer la mémoire de Dumbledore, lance une pluie de flèches pendant son enterrement. Donc on retrouve à nouveau Et là, ouais, c'est vraiment ce genre de choses qu'on découvre là dans ton livre, et on se dit waouh. Enfin, c'est bon pour ceux qui, en plus, comme moi, sont déjà intéressés par la mythologie, mais qui n'ont pas spécifiquement étudié la question, on redécouvre plein de choses. Mais en fait, ce qui est merveilleux quand on est spécialiste de l'Antiquité, c'est que notre culture est tellement imprégnée de ça qu'on retrouve l'Antiquité à tous les coins de rue en réalité. Et moi, cette histoire de centaure et de constellation du Sagittaire, en fait, je me suis intéressée à ça parce qu'une année, j'ai fait un cours sur les constellations du zodiaque, en fait, à mes étudiants. Mes étudiants m'avaient demandé un cours sur les constellations du zodiaque, et donc je leur ai raconté les origines mythologiques de toutes les constellations du zodiaque. Et je me suis donc intéressée au Sagittaire, et c'est comme ça que j'ai découvert que c'est à la suite d'une sorte de contresens que le Sagittaire est représenté sous la forme d'un centaure, mais ce contresens, dès l'Antiquité, en fait, il avait été fait. C'est-à-dire que dès l'Antiquité, il y avait des auteurs qui disaient « le Sagittaire, en fait, c'est le centaure Chiron ». Et puis d'autres disaient « non, c'est Crotos, c'est le frère nourricier ». Donc, en fait, dès l'Antiquité, il y avait déjà la confusion, donc... Okay. Ça fait 2000 ans que les scientifiques s'engueulent là-dessus, en fait. Oh, même plus, en fait, parce que, ouais, c'est encore plus ancien. Oui.
Et en parlant du coup de présence de l'Antiquité de nos jours, donc dans les motifs, mais peut-être aussi dans la manière aussi dans les motifs littéraires aussi des intrigues, il y avait, là je pense que c'est plutôt Alix qui avait dans l'idée des choses, alors je ne sais pas si elles sont dans le livre, mais Alix, tu peux peut-être parler des parallèles avec l'Iliade. Alors, je précise que je n'ai pas lu l'Iliade de la première à la dernière page. Mais non, enfin, on m'a souvent, enfin, j'ai souvent lu dans des théories et dans des analyses de Harry Potter, voilà, le parallèle avec le sauvetage de Cédric Diggory à la fin de la coupe de feu, son cadavre, mort, etc. En lien avec l'Iliade. Et donc, ce qui m'intéressait, en fait, c'était de demander, on parle de la langue, on parle des créatures, mais dans quelle mesure le scénario, des fois en lui-même de Harry Potter, ou des scénettes comme ça, sont des références, des miroirs directs avec des éléments mythologiques. Et du coup, est-ce que, alors maintenant, ça s'y prête plus vraiment, mais est-ce que ça pouvait être quelque chose qui permettait, à l'époque où on attendait la sortie des livres, de prédire d'une certaine manière la suite, si on connaissait un peu la mythologie et les références qui avaient été faites, en disant voilà, mais ça c'est clairement une allusion à tel événement, et donc par déduction, si la métaphore, si le motif est répété jusqu'au bout, c'est inévitablement ceci qui doit se produire. Voilà, En gros, est-ce que les profs de latin connaissaient la fin? Alors là... Non, je ne suis pas Sibylle Trelawney, je ne suis pas la Pitié des Delphes. Donc, non, franchement, je peux pas aller jusque-là. Je peux pas aller jusqu'à dire ça, mais j'ai quand même des choses à dire autour de ça. Alors d'abord, pour l'Iliade, en fait, le parallèle avec l'Iliade, c'est J.K. Rowling elle-même qui en a parlé. C'est-à-dire qu'elle a dit qu'elle a lu l'Iliade à l'âge de 19 ans et qu'elle a été énormément marquée par cette œuvre et particulièrement par la scène de la mort de Patrocle. Et donc effectivement, le parallèle, donc Patrocle, c'est le compagnon d'Achille, il est tué par le héros Hector et le corps de Patrocle, il y a une dispute sur le champ de bataille, enfin il y a un combat autour du corps de Patrocle entre les Grecs qui essayent de conserver le corps pour le ramener dans le camp des Grecs, et puis les Troyens qui veulent s'emparer du corps. Et donc il y a une espèce de bataille épique autour du corps, et puis finalement les Grecs arrivent à récupérer le corps. Et évidemment on pense tout de suite à ce qui se passe au moment de la mort de Cédric, lorsque les Mange-Morts essayent de s'emparer du corps, et puis que le fantôme de Cédric supplie Harry de le ramener et dit « ramène mon corps à mes parents ». Donc J.K. Rowling, elle a été beaucoup marquée, très marquée par la lecture de l'Iliade, et ça ne m'étonne pas. Parce que, en fait, l'Iliade, c'est un poème qui est, bon, évidemment un poème épique, donc qui raconte les exploits de grands héros, des combats incroyables, etc. Mais c'est aussi une œuvre qui est très attentive aux faibles, qui est très attentive à la douleur des faibles, et qui met beaucoup en scène des femmes qui souffrent, des vieillards qui souffrent, le vieux père, le vieux Priam qui va supplier Achille de lui rendre le corps de son fils Hector tué au combat, etc. Et donc c'est une œuvre en fait qui est extrêmement émouvante par l'attention qu'elle porte aux faibles. Et je pense, connaissant J.K. Rowling, enfin ce que je connais de J.K. Rowling, qu'elle a dû être très très sensible à cette dimension-là, c'est-à-dire cette cohabitation d'une véritable grandeur épique, héroïque, et en même temps d'une présentation d'une humanité souffrante, pleine de faiblesses, pleine de failles. Et je pense que ces deux pôles qui existent dans l'œuvre d'Homère, dans l'Iliade d'Homère, on les retrouve complètement transposés dans la saga Harry Potter. C'est-à-dire que la saga Harry Potter, c'est quand même une histoire très violente, où il y a des jeunes gens qui sont de grands résistants, de grands héros, qui se battent contre un ennemi absolument monstrueux. Et il y a une dimension véritablement épique dans Harry Potter, dans les combats que mènent les héros.
Et puis, parallèlement à ça, il y a un vrai accent qui est mis sur la faiblesse des gens, et même sur la faiblesse de ses héros. C'est-à-dire que Harry Potter et ses compagnons et ses amis, c'est des gens qui sont pleins de failles. Harry, même physiquement, il n'a pas le physique d'un héros, il n'est pas musclé, il n'est pas grand, il est myope. Ron est quelqu'un qui est de faillible. Neville Londubat, c'est quelqu'un d'extrêmement maladroit, d'étourdi. Ils n'ont pas le physique de l'emploi. Et pourtant, ce sont de grands héros. Et je pense que cette dualité qu'on trouve vraiment dans tout l'univers épique de la saga, dualité entre un véritable héroïsme et de véritables faiblesses, c'est quelque chose qui imprègne vraiment l'Iliade d'Homère qui a tant frappé J.K. Rowling. Et donc, pour continuer là-dessus, voilà, moi c'est ça que j'ai aimé, et c'est ça, je pense, que J.K. Rowling a essayé de faire dans sa saga, c'est-à-dire qu'elle a vraiment récupéré tout l'univers épique de la mythologie, c'est-à-dire que Harry Potter, on peut l'identifier dans le labyrinthe de la coupe de feu, c'est Thésée dans le labyrinthe. Il est face au Sphinx, c'est Édipe face au Sphinx. Il combat le basilic, donc une espèce de serpent géant. On a plein de héros mythologiques qui combattent aussi des dragons, des serpents géants. Donc Harry Potter, c'est vraiment un héros mythologique. Il a cette espèce de puissance, de prestige du héros mythologique. Et en même temps, il y a toujours ce souci de présenter au lecteur un héroïsme qui est un héroïsme presque du quotidien, qui est un héroïsme truffé de références, j'en parlais tout à l'heure avec la petite flûte de Harry. Donc c'est un héroïsme où il y a aussi un côté modeste, un côté prosaïque, un côté ordinaire, un côté quotidien. Donc cette espèce d'alliance, je pense que c'est vraiment ça qui fait la puissance de l'œuvre, c'est-à-dire que on n'est pas avec des héros qui nous écrasent. On les admire pour leur courage, pour leur héroïsme, mais ils ne sont jamais écrasants. On peut s'identifier à eux, c'est des gens comme nous, quelque part. Et d'ailleurs, c'est un peu le message que dit J.K. Rowling. Elle dit, on devient un héros par ses choix moraux, et pas par des aptitudes finalement extraordinaires sur le plan physique. C'est vraiment les choix qui nous déterminent. Voilà, j'ai été très longue, excusez-moi, j'ai beaucoup parlé. Bon, et donc tout ça, on a eu le temps d'avoir la larme à l'œil, d'avoir envie de revoir l'Iliade, tout ça. Donc tout ça pour vous dire que je pense qu'on ne pouvait pas prédire. Les références mythologiques ne nous permettent pas de prédire. En revanche, je parlais tout à l'heure de tous les petits indices qui sont semés sur le chemin. Je pense qu'en fait, elle a annoncé plein de choses à travers les références à l'Antiquité, mais sans qu'on puisse vraiment le décrypter. En fait, on se rend compte après coup, ah oui, elle nous l'a annoncé. Et donc, j'aurais bien aimé vous parler, si ça ne vous ennuie pas, du prénom Hermione. Parce que le prénom Hermione, je me suis posé beaucoup de questions autour d'Hermione. Parce que la plupart des prénoms, comme je le disais tout à l'heure, on voit tout de suite, quand ils font référence à un personnage mythologique, on voit tout de suite le rapport. On comprend tout de suite pourquoi elle a choisi ce prénom pour le personnage. Parce qu'il y a vraiment, dans les attributions, dans la personnalité, quelque chose qui fait que, ah bah oui, c'est logique. Et alors pour Hermione, je me suis posé la question. Pendant très longtemps, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle a choisi Hermione? Parce que Hermione, dans la mythologie, c'est la fille de la belle Hélène de Troie, qui abandonne en fait son mari et sa fille, sa petite fille, pour partir à Troie avec son amant Paris. Et Hermione, quand elle apparaît dans la mythologie, c'est vraiment sous les traits d'une jeune femme assez aigrie. Elle se marie avec Néoptolème, le fils d'Achille. Elle est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle est jalouse de la concubine de Néoptolème, qui est Andromaque. Donc, c'est pas un personnage du tout sympathique et c'est pas un personnage rayonnant, épanoui. Et je me suis dit, mais quel rapport avec Hermione, quoi? Hermione qui est pétillante de vie, d'intelligence, qui est vraiment solaire. Quel rapport? Et en fait, je vous parlais tout à l'heure des cours que j'avais donnés à l'université. J'ai fait part de mon interrogation à mes étudiants. J'ai dit, écoutez, je comprends vraiment pas pourquoi J.K. Rowling a appelé Hermione Hermione. Alors, je commence à leur raconter la vie d'Hermione, et puis je leur dis, Hermione, donc, elle épouse Néoptolème, le fils d'Achille, et Néoptolème a un surnom. Il s'appelle Pyrrhus.
Et Pyrrhus, en grec, ça veut dire celui qui a les... Pur, c'est le feu. Pyrrhus, c'est celui qui a les cheveux de feu. Donc Pyrrhus, c'est le rouquin. Mais je vois vraiment pas le rapport avec le personnage d'Hermione Granger. Et là, éclat de rire général dans la salle. Et les étudiants me disent, mais madame, enfin, madame, le rouquin. Et donc, je pense que J.K. Rowling a appelé Hermione parce qu'elle savait, dès le début de l'histoire, qu'à la fin, Hermione allait se marier avec l'homme aux cheveux de feu, c'est-à-dire avec Ron Weasley. Et ça apporte de l'eau au moulin de J.K. Rowling elle-même, qui dit qu'elle avait prévu, en fait, l'intrigue des 7 tomes de la saga avant de commencer à écrire le premier tome. Elle avait vraiment tout prévu. Et il me semble me souvenir que j'avais beaucoup cherché ce que ça voulait dire Hermione, parce que j'aimais beaucoup le personnage. Oui, alors... Et il me semble me souvenir qu'il y avait une signification de messager, mais alors je ne sais pas si c'est une racine latine ou grecque. Enfin, c'est une racine grecque, oui. En fait, j'en parle aussi dans l'encyclopédie. Et c'est vrai que Hermione, ça vient de Herménein, qui veut dire déchiffrer en grec. Décrypter. D'accord. Et c'est la même racine que Hermès, le messager des dieux, et qui est aussi le dieu du mensonge, de celui qui manie très bien le discours, etc. Donc, c'est vrai que c'est le second lien logique entre Hermione et son prénom, c'est-à-dire que c'est celle qui déchiffre, qui analyse le discours, qui déchiffre les énigmes, etc. Donc, elle porte aussi très bien son prénom pour ça, effectivement. Bon, j'annonce, pour ceux qui n'ont pas encore la chance d'avoir le livre, il y a 8 pages sur Hermione. Ah bah, faut dire que Hermione, oui, c'est un beau personnage. C'est un très beau personnage. Oui, parce que c'est vrai que... Pardon, excusez-moi. Non, vas-y. Au-delà du prénom, il y a aussi ce qu'ils font. C'est-à-dire que, par exemple, Hermione, elle tricote. Elle tricote des bonnets, elle tricote essentiellement des bonnets, des chaussettes, des vêtements pour les écharpes aussi. Ouais. Des écharpes. Et les bonnets qu'elle tricote, je fais le parallèle avec le bonnet qu'on mettait sur la tête des affranchis à Rome pour affranchir, en fait. Les affranchis revêtaient un bonnet qui indiquait qu'ils étaient des esclaves affranchis. Et donc, je ne sais pas si c'est pour ça que J.K. Rowling l'a fait, mais ça pourrait en tout cas être ça, puisque ces bonnets... c'est trop parfait. c'est ça qui va affranchir les elfes. Alors là encore, j'ai encore le cerveau qui explose. Mais du coup, j'étais en train de penser, on parlait de Troie et donc de Iliade et tout, et tu as brièvement parlé de Trelawney tout à l'heure, et du coup, Trelawney, quand même, Cassandre, où il y a un parallèle, moi j'avais lu un article qui a été écrit par Pantalémon sur la Gazette sur justement le personnage de Trelawney et les parallèles qui pouvaient être faits avec Cassandre, sur le fait que dans la mythologie elle était maudite, on peut plus, pour une manière à ce que toutes ces prédictions ne sont plus crues, si mes souvenirs sont bons. Oui. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas révisé ma mythologie. Et du coup, en fait, à quel point, Trelawney, on dit souvent que la simplification, c'est qu'elle a que 2 vraies prophéties, qui est celle du retour de Voldemort à la fin du troisième tome, et celle qui annonce que Harry ou Neville est un des seuls à pouvoir vaincre Voldemort. Et du coup, il y avait tout cet article sur le fait que chacune de ces prophéties, techniquement, se vérifiait si on se penchait un peu dessus, mais que le personnage est tourné en ridicule, et qu'elle n'a pas du tout qu'on croit pas du tout en ses prédictions, alors que en fait, elle a tout à fait raison sur toute la ligne si on faisait un peu attention, si on lisait un peu entre les lignes. Donc je me demandais si c'était un personnage sur lequel tu t'étais penché, et ce que tu as peut-être sans doute beaucoup plus de choses beaucoup plus intéressantes que ce que je suis en train de marmonner à dire dessus. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est hyper intéressant parce que c'est un personnage assez ambigu sur lequel justement on n'arrive pas à se faire d'idées précises. En tout cas, déjà si on part de son prénom, Sibylle,
ça fait référence à un personnage de l'Antiquité, un personnage fictif qui est la Sibylle de Cumes, qui est une prophétesse d'Apollon, qui vit dans une grotte en Italie et qui pratique la divination oraculaire, c'est-à-dire qu'elle subit des phénomènes de transe au cours duquel le dieu prend possession de son corps pour délivrer ses messages à travers sa bouche. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Sibylle Trelawney, précisément, elle connaît ces phénomènes de transe. Elle en connaît effectivement au moins 2, et de transe véridiques, au cours desquelles elle délivre un message de vérité. Donc, elle porte très très bien son prénom. Et ce qui est intéressant, c'est que ce personnage fait aussi référence à une autre prophétesse qui est la Pythie de Delphes, qui était aussi une prophétesse d'Apollon. Et la Pythie de Delphes, selon la légende, elle rendait ses prophéties dans une grotte où il y avait des espèces de vapeurs qui montaient, de vapeurs plus ou moins suffocantes, qui montaient du sol et qui la faisaient délirer. Et ce qui est intéressant, c'est que J.K. Rowling, dans sa description de la salle de divination, elle reprend des caractéristiques de la grotte de la Pythie de Delphes. C'est-à-dire que la salle de divination est un lieu extrêmement confiné, sombre, dans lequel brûlent des cassolettes qui répandent des vapeurs qui donnent la nausée. Et cette description, elle est complètement inspirée, enfin je pense en tout cas, de la description de la grotte de la Pythie de Delphes dans l'Antiquité. Et puis, il y a un autre élément qui est intéressant sur Sibylle Trelawney, c'est qu'il y a une légende relative à la Sibylle de Cumes. On dit que Apollon était tombé amoureux d'elle et qu'il lui a offert le don de divination en échange, le don de divination, et il lui a proposé d'accomplir un de ses souhaits. Et elle a pris un grain de sable, une poignée de sable dans sa main, et elle a dit qu'elle voulait vivre autant d'années que de grains de sable dans sa main. Seulement une fois que ce don lui a été accordé, elle s'est refusée à Apollon. Elle a refusé de coucher avec lui. Et donc pour se venger, le dieu a exaucé sa prière, mais il l'a transformée en malédiction. Elle avait oublié de demander la jeunesse en même temps qu'une très longue vie. Et donc Apollon l'a laissée vivre 1000 ans, mais elle a vieilli pendant 1000 ans. Et donc la légende dit qu'à la fin, elle était toute ratatinée et qu'elle était pas plus grosse qu'une cigale, donc un insecte, et qu'on l'a mise dans une bouteille. Et aux gens qui l'interrogeaient, qui lui demandaient « Qu'est-ce que tu veux, Sibylle ?» Elle disait « Je veux mourir, je veux mourir. » Et c'est horrible. Et c'est très triste, c'est très très triste. Mais ce qui m'a intéressée, ce qui m'a interpellée, c'est que lorsque J.K. Rowling fait la description de Sibylle Trelawney, elle insiste sur sa maigreur extrême et sur ses yeux d'insecte. Et je me suis demandé, bon, je ne peux pas en être sûre, mais si cette mention des yeux d'insecte et de l'extrême maigreur ne faisait pas allusion à la malédiction de la Sibylle de Cumes qui s'était ratatinée, qui s'était complètement desséchée et qui s'était transformée en insecte, en fait, en cigale. Donc je me pose la question et je me dis que c'est possible, même si on ne peut pas en être tout à fait sûr. Il faudrait qu'on ait J.K. Rowling sous la main, qu'on l'attache à une chaise et qu'on l'interviewe pendant 48 heures pour lui tirer tous ses secrets, en fait. Ça suffirait pas. Non, c'est sûr. Non, c'est vrai que j'avais le coup de la silhouette. Si c'est ça, c'est vraiment super, je trouve, d'avoir mélangé du coup les parallèles entre les différents personnages, quoi, d'avoir fait un mix un peu. Oui, alors après, il y a d'autres choses. Elle est très gypsy aussi, mais bon, ça, comme Oui. ça n'a pas de rapport avec l'Antiquité, j'ai laissé tomber. Mais oui, c'est peut-être ça aussi qu'il faut dire. Enfin, ça, les lecteurs le savent bien. C'est que l'Antiquité, je pense que c'est la référence la plus récurrente et la plus cohérente dans l'œuvre, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Hein. Ouais. Il y a plein de folklore. Il y a du folklore britannique, du folklore celte, etc. Donc, il y a bien d'autres choses aussi dans Harry Potter que de l'Antiquité, bien sûr. On renvoie à notre épisode sur le médiévalisme. Ah oui, c'est ça, voilà, il faudrait. C'est bien, plus on avance dans nos épisodes, plus on peut glisser de l'auto-promo vers des anciens épisodes. Je pense que si on n'a pas d'artiste peintre autour de nous, a priori, mais si quelqu'un voulait s'amuser à faire
les références à toute la période de la Renaissance, notamment sur les tableaux qu'on peut voir dans les films. Mais je pense qu'il y aurait du boulot aussi. Ah oui, parce qu'il y a un énorme travail d'accompli. Les décorateurs ont vraiment fait quelque chose de formidable. Et d'ailleurs, j'aimerais bien... J'essaye de rentrer en contact avec Stuart Craig, qui a été chef décorateur sur les films, parce qu'il y a beaucoup d'inscriptions en latin qui sont disséminées dans les films. Ah oui. Et je voudrais aussi faire un travail là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. C'est vrai que je ne sais pas s'il est très accessible, mais c'est sûr. Je crains qu'il soit peu accessible. J'ai essayé de... Il est légèrement occupé par les animaux fantastiques, il me semble. Ouais, en fait, j'ai envoyé un message à son agent, mais je n'ai pas eu de réponse. Et je pense que je vais quand même réessayer par lettre, parce que j'ai découvert des choses. Alors moi, j'ai travaillé sur saisie d'écran, c'est pas très confortable, mais je me suis beaucoup intéressée à la salle de potions, notamment. Et il y a énormément d'inscriptions en latin, d'inscriptions dorées sur les murs de la salle de potions. Et je me suis rendu compte que, alors, c'est des listes de pierres magiques, d'animaux magiques, de plantes magiques. Et j'ai trouvé le livre dont c'était tiré, en fait. C'est un vieux manuel de sorcellerie du XIIe ou du XIVe siècle, je crois. Enfin, j'ai la référence, je sais, je l'ai chez moi d'ailleurs. Donc, j'ai pu voir qu'il y avait des listes qui étaient tirées directement de ce livre. Donc, ça m'intéresserait bien de savoir comment ils ont travaillé et d'être un peu en contact avec eux. Bon, ça sera peut-être pour plus tard, si j'y arrive. On croise les doigts. Oui, oui, ça serait bien. Si un jour on a Stuart Craig dans le podcast. Ah bah si vous arrivez à lui mettre la main dessus, dites-lui qu'il y a quelqu'un qui l'attend de pied ferme. Voilà, essayez d'intercéder pour moi. Et du coup, je pense qu'on a déjà parlé d'énormément de choses, même si le livre est tellement riche que voilà. Bah oui, je peux l'ouvrir à n'importe quelle page je pourrais avoir un nouveau sujet. Mais en parlant de livres riches, je voulais quand même, alors vous allez admirer ma transition, parler du travail que tu as fait avec ta fille Valentine aux illustrations. Parce que c'est quand même assez splendide. Pour chaque lettre, on a une magnifique lettrine illustrée. Et du coup, je me doute que chaque lettre a elle-même, qu'elle a elle-même travaillé à des références mythologiques. Là, je tombe au hasard sur la lettre C et je tombe sur une créature mi-cyclope, mi-centaure, avec une chimère, avec une méduse, avec tout ça. C'est assez impressionnant. Ça fait beaucoup de mi. En fait... Non, la créature, c'est juste, pour vous donner une idée, c'est juste un centaure avec une tête de cyclope, mais il est attaqué par une chimère et il attrape par la main la tête de méduse. Oui. Et il a sous ses sabots un petit cochon avec un couteau planté. Je sais pas à quoi ça fait. Voilà, ça, je sais pas à quoi ça fait référence. En fait, c'est pas dans la saga, c'est une... Ah non, si, ça fait référence à Circé, en fait. À la magicienne Circé. Voilà, ça y est, ça me revient. Ah oui, c'est la lettre C, forcément. Qui transforme en cochon les compagnons d'Ulysse. Et qui est citée, elle doit être sur une carte de Choco-Grenouille, hein, c'est ça, oui. Elle est sur une carte de Choco-Grenouille. Ouais. Donc le petit cochon faisait référence au cochon que deviennent les compagnons d'Ulysse. Voilà. Et le couteau, c'est un tableau de Cranach, je crois. Alors en fait, comment elle a travaillé Valentine ? Alors déjà, évidemment, pour des raisons de droit, on ne pouvait pas représenter des personnages de la saga. Parce que, c'est d'ailleurs tout à fait normal, hein, on ne peut pas représenter Harry Potter, Hermione Granger, etc. Sans payer des droits. Donc évidemment, il était hors de question de représenter les personnages, et donc on s'est dit, puisque c'est une encyclopédie et où finalement il n'y a aucun lien logique entre les articles autres que l'ordre alphabétique, l'idée c'était pour chaque lettre de faire une sorte de lettrine un peu comme une enluminure, en noir et blanc, donc face comme une gravure, et qui serait une sorte de composition un petit peu farfelue, originale, intrigante, où on retrouverait des références à plein d'articles classés sous cette lettre. Et donc Valentine, elle s'est vraiment amusée à composer des scénettes
mélangeant et ben, effectivement Centaure, Cyclope, etc. C'était vraiment le principe de composition. Et l'idée, c'était de faire comme un petit jeu avec le lecteur, c'est-à-dire que vous prenez la lettrine et puis vous essayez de repérer, comme on vient de faire, le cochon, ça correspond à quoi on essaye de repérer tous les éléments et à quel article ça peut être rattaché. Et donc, Valentine s'est amusée effectivement à faire des références à des œuvres antiques, mais pas que. Elle a vraiment beaucoup plongé dans la peinture occidentale, dans la peinture médiévale, dans des ouvrages d'alchimie aussi. Ah oui, je viens de tomber dessus. Oui, Valentine, elle aime beaucoup tout ce qui est un peu ésotérique, etc. Faut dire, elle a été biberonnée à Harry Potter, donc je pense que ça a dû marquer son imaginaire très très fort. Donc elle adore les sorcières, les monstres, l'alchimie. Et du coup, elle est vraiment allée voir dans plein de vieux grimoires, de cartes de géographie, et voilà. Et elle a fait ses petits mélanges après, d'une manière complètement ludique en fait. Bon, je sais à quoi je vais occuper le reste de ma soirée. Ah oui, c'était vraiment l'idée. Hein. Ah mais c'est génial, franchement, je suis en train de passer certaines revues. Alors, elle vous parlerait sûrement, évidemment, mieux que moi de la façon dont elle a travaillé, mais pour vous dire quelques petits secrets de fabrication, vous voyez, par exemple, la lettre G. C'est celle que je préfère. C'est celle que vous préférez, je lui dirai. Oui. Parce que la lettre G, figurez-vous, la tête de la Gorgone, c'est un autoportrait. Alors, évidemment, un petit peu adapté, hein. mais c'est un autoportrait en Gorgone à la tête coupée, vous voyez. Donc, voilà. Et sinon, voilà, quand elle avait besoin, elle a fait poser tous les membres de la famille. En fait, ce qui a été sympa avec ce livre, c'est que déjà, les enfants étaient hyper contents que je l'écrive parce que on a parlé pendant 9 mois de Harry Potter tous les jours. Et ça les replongeait dans quelque chose qui avait vraiment été un truc chouette de leur enfance. Et puis, en fait, ils m'ont un peu aidé à... Il y a des choses, c'est leur trouvaille, c'est-à-dire qu'il y a des choses, je me demande même, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de Fortuna Mayor. Je crois bien que c'est Valentine qui l'a trouvé, celui-là. Elle m'a dit, mais attends, Fortuna Mayor, mais en fait, ça colle complètement avec ce qui se passe dans le tome, etc. Donc, ça a été un jeu de piste, une enquête collective par certains aspects, et pareil pour les lettrines, en fait. C'est-à-dire que la composition des lettrines, on en a beaucoup discuté toutes les deux, et quand elle avait besoin de faire poser quelqu'un dans la famille, elle faisait poser. C'est-à-dire que, par exemple, le Neptune de la lettre N, c'est son père qui a posé. Et le Hercule de la lettre K, avec sa massue, c'est son père aussi. Alors, il n'était pas tout nu, hein, je vous rassure, il avait gardé son caleçon, mais c'était son papa qu'elle a fait poser. Et du coup, d'ailleurs, il brandissait une bouteille de Perrier, pas une massue. Et voilà, et en fait, c'est pour ça que ce livre aussi, pour nous, pour moi, ça a été une belle aventure personnelle et intellectuelle, mais ça a été aussi une aventure familiale. Assez sympa, je dois dire. Voilà. C'est super mignon. Et ça donne quelque chose dont tous les fans... que tous les fans se doivent d'avoir. Là, on le redit parce que oui, parce que ce que j'aime beaucoup dans l'encyclopédie, c'est qu'il y a autant des personnages que des sortilèges, que des objets qui sont décrits, et ça en fait vraiment une référence. Et c'est vrai que quand on l'avait présenté dans la sélection de Noël, j'avais dit pour tous les gens qui écrivent des fanfics, c'est génial, mais pas seulement parce que, je sais pas si tu le sais, mais la Gazette du Sorcier a un groupe Facebook qui s'appelle Pottersphere, qui est un groupe sur lequel on a des jeux. Et souvent, on a des colles qui nous sont posées et on a le droit de se baser sur tous les bouquins qu'on a dans notre bibliothèque. Et en fait, que moi j'ai l'encyclopédie, je les sèche systématiquement parce que c'est une source inépuisable de détails et c'est ça que j'aime beaucoup. Mais c'est un super argument de vente pour moi, ça. Il faudrait me faire une publicité pour gagner sur Pottersphere. Lisez l'encyclopédie, ça serait génial. Hein. Ah, mais ça me fait ça fera un beau relais sur Facebook. Ça me fait vraiment plaisir. Moi, en fait, ce livre, je l'ai vraiment écrit. Je vous dis, quand je me suis retrouvée avec ma masse de documents, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je suis universitaire. Est-ce que j'écris un essai sérieux sur Harry Potter?
Et en fait, j'avais vraiment, vraiment trop envie de rendre ça accessible, parce que finalement, un essai sur Harry Potter, pour que ce soit lu par 3 universitaires, ça m'intéressait pas. J'avais vraiment envie de trouver une forme qui rende ces informations facilement accessibles. Et moi, je suis une grande amoureuse des dictionnaires et des encyclopédies parce que j'adore les livres qu'on peut lire à l'envers, qu'on peut lire comme on veut, par petits bouts, par gros bouts. Enfin, je pense que vraiment la liberté par rapport à un livre qui peut être impressionnant parce qu'il est gros, il est épais, il contient beaucoup d'informations. Je pense que la liberté, c'est quelque chose de merveilleux en tant que lectrice. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc je me suis dit, vraiment l'encyclopédie, c'est la forme idéale. Et puis l'idée de sauter du coq à l'âne, de passer justement d'un nom à un objet, à une plante, à un animal, je trouvais ça assez stimulant en fait, de faire cohabiter des choses très improbables, Barthélemy Croupton avec Croutard, avec Doris Crockford. Enfin, ça crée des chips assez chips, SHIPS, assez rigolos, je trouve. Est-ce que ça a été compliqué de convaincre un éditeur justement d'arriver sur un modèle entre le récréatif et finalement quelque chose d'encyclopédique? En fait, ça n'a pas été très compliqué. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit le livre. J'ai écrit le livre et je me suis dit, bon, Stock, c'est mon éditeur historique, si je puis dire, c'est là que j'ai publié mes romans. Je me suis dit, je vais aller quand même le proposer à Stock parce que c'est la maison mère en quelque sorte, c'est le vaisseau amiral, donc je vais leur en parler, même si je savais que a priori c'est pas forcément un ouvrage qui s'insérait dans leur ligne éditoriale, mais je me suis dit, je vais quand même le leur proposer. Et j'avais cette certitude que si Stock n'en voulait pas, j'irais ailleurs et je finirais par trouver, parce que le livre était quand même, je le trouvais vraiment intéressant et stimulant, et je me suis dit, j'arriverai forcément à trouver quelqu'un que ça intéressera. Donc je me suis pas tellement inquiétée. Je me suis dit, ça sera peut-être long de trouver, mais je finirai par trouver. J'avais l'énergie et la niaque pour me lancer dans cette aventure. Donc en fait, à l'arrivée, Stock n'a pas été très compliqué à convaincre parce que j'y suis allée avec des munitions, hein. J'avais préparé mon petit argumentaire et je leur ai un peu parlé du truc et ça les a intéressés parce que bon, c'est vrai que j'avais aussi un peu de passion pour leur en parler et en fait, je les ai convaincus en un rendez-vous, quoi. Ils m'ont dit, ok, on y va, on te suit, on va publier ça, oui. Donc, belle aventure et pas si compliquée à l'arrivée. Bon, bah, en tout cas, on est chanceux. On est chanceux que ça a été jusqu'au bout et qu'on puisse tous en profiter. Ah bah, je suis contente aussi. Et vu tout le plaisir que tu sembles avoir pris dans ce travail, est-ce que tu n'as pas envie de continuer du coup? Est-ce que tu n'as pas d'autres projets pour continuer à travailler sur Harry Potter maintenant que tu es lancée? Donc j'ai quand même le projet de... Comme je suis sur le plan universitaire, je m'intéresse à la notion de monstruosité. J'ai beaucoup travaillé sur la question de la norme, de sa transgression, etc. Et les différents types de monstruosité, fantastique, morale, physique. Mon projet le plus immédiat, enfin, je ne sais pas quand je vais avoir le temps de le mener à bien, mais j'ai vraiment envie de m'intéresser à la question de la monstruosité dans Harry Potter parce que je pense que c'est vraiment un thème qui est une des colonnes vertébrales du roman, en fait, cette question de la différence, de qu'est-ce qu'on définit comme un monstre, de comment se définit l'humanité dans Harry Potter. Est-ce qu'il faut penser une humanité commune entre les moldus et les sorciers ou pas? Est-ce qu'il doit y avoir ségrégation, voire extermination, comme finalement les mages noirs le préconisent? Est-ce qu'au sein même de la communauté des sorciers, on fait la partition entre sang pur, sang mêlé? Comment ensuite on traite les autres créatures, les centaures, les elfes, les gobelins? On est quand même dans une société qui est esclavagiste. Mine de rien, c'est quand même quelque chose d'important, hein. Donc, quel statut on accorde aux êtres qui sont différents des sorciers? Et il y a
y a toute cette question qui traverse les 7 tomes de la saga, qui est pas menée jusqu'au bout, notamment la question de l'émancipation des elfes de maison. Hein. On a Hermione qui se lance dans la bataille et puis bon, qui semble un petit peu abandonner la chose en cours de route, faute de soutien, parce que faut reconnaître qu'autour d'elle, personne ne semble très très préoccupé par la question de la libération des elfes de maison. Et donc je pense que la question de la monstruosité et de l'altérité, c'est quelque chose qui est complètement central dans la saga Harry Potter, et donc je pense que je vais m'intéresser à cette question-là, à la notion de monstruosité dans la saga. Donc un petit essai, quelque chose, je ne sais pas quelle forme je vais lui donner. Et puis, j'attends un petit peu de voir ce que ça va donner avec les animaux fantastiques. Pour l'instant, je ne suis pas très, très convaincue par les 2 premiers films, mais bon, quand tout ça sera fini, peut-être m'intéresser aussi aux animaux fantastiques et aux références à l'Antiquité qui continuent quand même dans les animaux fantastiques. Mais là, j'attendrai que tout soit terminé pour voir un petit peu ce que je fais. Bon, je pense que nous, de notre côté, on est prêts, on est sur la brèche pour t'accueillir à nouveau. Ah, mais écoutez, quand vous voulez, vraiment avec grand plaisir. Hein, c'est vrai que je pourrais parler pendant des heures, parce qu'il y a tellement à dire, parce qu'on est face à une matière tellement riche que c'est sûr. Mais bon, après, en même temps, si j'ai écrit un livre, c'est aussi parce que on peut tout simplement le lire ou l'emprunter dans une bibliothèque et pour aller se plonger dedans, tout simplement. Hein. Mais en tout cas, c'est ce qu'on invite tout le monde à faire. Et puis, bon, on lance... je pense qu'on peut... Je parle au nom de tout le monde, mais je pense qu'Alix, tu me confirmes qu'on lance une invitation ouverte. Hein, tu reviens quand tu veux. Je pense qu'on a de quoi... proposer d'autres sujets d'épisodes, que ce soit encore sur l'Antiquité ou sur le sujet dont tu viens de nous parler sur la monstruosité qui, moi, en plus, personnellement, me fascine aussi. Donc, mais vraiment, écoutez, quand vous voulez, vraiment, avec un immense plaisir, parce que moi, chaque fois que je peux aller retourner faire un petit tour du côté de Harry Potter, je suis preneuse, vraiment, franchement, avec grande joie. Mais du coup, je pense qu'on va pouvoir clôturer officiellement cet épisode ici. Mais du coup, merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Merci à Naria aussi d'avoir amené toute sa passion pour le livre de Blandine Le Calais. Et puis de nous avoir transmis aussi cette passion. Oui. C'est contagieux. Hein. C'est vrai. Merci Naria d'avoir si bien su faire ma publicité. C'est vraiment très très gentil. Je suis reconnaissante. Et puis, écoutez, franchement, merci à vous. Je pense que, je ne sais pas si vous mesurez le plaisir que ça me fait, parce que les universitaires, c'est des gens qui parlent souvent dans des milieux très très fermés, et c'est une vraie bouffée d'air frais de pouvoir toucher, j'allais dire, des gens qui sont hors du milieu universitaire, mais qui sont en même temps passionnés, curieux, cultivés, et c'est vraiment un bonheur. Merci beaucoup. Mais c'est ce qu'on essaie de faire avec le podcast, justement. Mais c'est parfait, c'est vraiment super. Merci. Merci à vous. Merci. Du coup, on espère que cet épisode vous a plu. On vous invite à suivre l'Académie des Sorciers sur Facebook, l'Académie des Sorciers, Twitter, aspic_GDS. Merci à Blandine et Naria d'avoir été nos invités. Vous pouvez retrouver l'épisode sur YouTube en différé, sur toutes les plateformes de podcast sous le nom les podcasts de la Gazette, pour des raisons de flux RSS. On vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Pastez d'abord.